Bien, nous allons commencer. Euh, donc, je vais vous donner la bienvenue à cette dernière rencontre qui est la délibération du choix Goncourt du Rio de la Plata. Donc, nous sommes réunis pour choisir parmi les quatre livres retenus par le jury, pour choisir donc le lauréat du premier choix Goncourt du Rio de la Plata. Je vais rapidement vous rappeler le programme que normalement vous avez reçu. Euh, donc, après cette brève ouverture, je passerai la parole à Lionel Paradisi Koulouma, qui est le directeur de l'Institut français et conseiller culturel de l'ambassade de France en Argentine. Ce sera ensuite le tour de Dario Arce, attaché culturel de l'ambassade de France à Montevideo, et ensuite de Philippe Claudel, secrétaire général de l'Académie Goncourt. Ensuite, vous m'entendez bien? Oui. Oui, ok. Oui. Euh, donc ensuite, je rappellerai les modalités et le déroulement du vote. Et nous espérons que lors d'un premier tour, on aura choisi donc le lauréat du choix Goncourt du Rio de la Plata. Bien, je vois qu'encore des gens continuent à se connecter. C'est une excellente nouvelle. Nous sommes plus d'une trentaine. Bien. Euh, je vais donc passer la parole à Lionel Paradisi Koulouma. Merci. Merci beaucoup, Mathéo. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai fait quelques petits ajustements techniques depuis notre salle de réunion. Je crois que la communication passe bien. Parfait, parfait. Merci, monsieur Claudel, cher Dario, cher Mathéo, chers et chers amis, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. À la suite de Mathéo, je me réjouis de la forte présence. Et en effet, c'est une très belle mosaïque qui s'affiche sur le téléviseur de la salle de réunion de l'Institut français d'Argentine. Donc, vraiment, grand merci pour votre participation et pour votre présence pour ce moment important, en effet, de délibération du premier choix Goncourt du Rio de la Plata. Donc, une initiative innovante, une initiative inédite pour laquelle nous sommes vraiment très reconnaissants aux collègues et amis de l'ambassade de France en Uruguay à Montevideo, justement de cette proposition qui a permis d'associer les deux rives du Rio de la Plata et de cette proposition qui, vraiment dans une démarche très ouverte et très généreuse, puisqu'elle fait suite à déjà 2 éditions du choix Goncourt de l'Uruguay. Et nous sommes vraiment, depuis l'ambassade de France à Buenos Aires, son service culturel et de coopération, l'Institut français d'Argentine, avec Mathéo, nous sommes vraiment ravis de constater comment a pu se dérouler cette première du choix Goncourt du Rio de la Plata. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur Philippe Claudel, le secrétaire général de l'Académie Goncourt, pour son appui, son accompagnement constant, sa présence avec nous en ce moment important de délibération du 7 juillet et tout le soutien que l'Académie Goncourt a apporté à notre initiative. Je voudrais poursuivre également mes remerciements en les adressant à l'ensemble des institutions partenaires d'Uruguay et d'Argentine pour leur enthousiasme, pour leur implication. Et je voudrais marquer tout particulièrement le rôle des encadrantes et des encadrants qui ont accompagné depuis le début, depuis au moins le mois de mars, les membres du jury dans leur lecture. Et cela s'est fait à travers des rencontres, à travers des échanges, à travers des débats, et je pense que ceci a été très, très fructueux. Je voudrais continuer mes remerciements en les adressant aux lecteurs, bien sûr, sans qui
ce choix Goncourt du Rio de la Plata ne pourrait pas exister. Et les lectrices et lecteurs sont les véritables protagonistes qui sont placés au cœur du dispositif, au cœur du choix. Ce sont aussi de véritables relais, de véritables vecteurs de l'influence des autrices et des auteurs en Uruguay et en Argentine. Alors, je reconnais que pour cette première, nous n'avons pas pu rencontrer tous les auteurs pour la raison d'agendas qui sont extrêmement sollicités, qui sont extrêmement chargés. Mais comme on a une belle clause de rattrapage, on va essayer de l'appliquer en invitant, nous l'espérons, le lauréat de nos délibérations en 2024. Ça sera aussi une symbolique particulièrement importante dans l'année qui vient. Beaucoup de nos travaux peuvent aussi se placer, de nos réflexions et de nos actions peuvent se placer en effet sous l'orbite également de la francophonie. Et donc 2024, notamment au mois de novembre de l'année prochaine, en fin d'année prochaine, ça sera le prochain sommet de la francophonie qui sera accueilli en France à Villers-Cotterêts, et cela fait véritablement un lien aussi très important entre l'Uruguay, l'Argentine et la France, qui sont 3 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc je trouve également que la dynamique enclenchée en 2023 qui va se prolonger en 2024 et tout le lien avec la priorité francophone, c'est tout à fait important et tout à fait significatif. Je ne vais pas abuser de mon temps et je voudrais terminer avec trois éléments de conclusion, en invitant en premier lieu les membres du jury à participer au prix de la critique, dont je crois comprendre que Dario aura la gentillesse de nous dire quelques mots. Évidemment, je vais souhaiter à toutes et à tous une très bonne délibération, de très bons échanges, de très bons débats, et un peu à la formule olympique qui sera aussi à l'honneur en France l'an prochain avec les Jeux olympiques et paralympiques. On va dire que le meilleur gagne, et on sera très heureux d'entendre vos commentaires, analyses et vos délibérations. Et vraiment pour terminer, en remerciant à nouveau les collègues à Montevideo, Patrick, son conseiller culturel de coopération, et Dario, son attaché culturel, il me revient désormais de transmettre le flambeau et de transmettre la parole de l'autre côté du Rio de la Plata à M. Dario Arce, l'attaché culturel de l'ambassade de France à Montevideo, en Uruguay. Merci beaucoup à toutes et à tous et excellente session de délibération du premier choix Goncourt du Rio de la Plata. Merci beaucoup Lionel. Alors je vais être bref afin de laisser la parole à Monsieur Philippe Claudel qui nous fait l'honneur de sa présence, quand bien même virtuelle. Cher Lionel, vous m'avez précédé avec exhaustivité dans vos remerciements. Alors je vais me contenter, pour ne pas être redondant, de joindre les nôtres depuis ce côté, depuis cette rue du Rio. Alors effectivement, c'est l'occasion rapidement de rappeler ce prix de la critique littéraire auquel nous avons la chance d'avoir été conviés depuis l'Académie Goncourt pour cette année. Aujourd'hui, on connaîtra donc le gagnant du choix, le lauréat du choix Goncourt du Rio de la Plata, et ça sera ensuite l'occasion jusqu'au mois d'août donc pour un membre du jury de rédiger donc une critique littéraire sur cet ouvrage. Il y aura donc un jury par la suite qui va déterminer le lauréat qui se rendra en France au mois de novembre pour la remise du concours. Alors c'est quelque chose de vraiment exceptionnel pour laquelle on est très reconnaissant envers l'Académie, qui nous fait vraiment un honneur, et on voit un petit peu tout ça comme une démonstration de reconnaissance envers le travail accompli maintenant depuis 3 ans du côté de l'Uruguay et puis aussi maintenant du côté de l'Argentine. Alors voilà, je vous encourage toutes et tous à participer. Nous avons envoyé déjà dans un premier mail les bases, le règlement avec les dates et l'adresse. Donc nous sommes voilà, en attente maintenant de recevoir ces critiques afin d'ajouter une page de plus à cette aventure du choix Goncourt maintenant du Rio de la Plata. Alors, ce premier choix Goncourt du Rio de la Plata, qui naît dans la continuité du choix Goncourt de l'Uruguay, est tout un symbole pour nous. Les liens historiques entre l'Argentine et l'Uruguay vont bien au-delà des actuelles frontières. Tout étranger qui passerait la matinée à Buenos Aires et l'après-midi à Montevideo verrait peu de différence. Quelques détails peut-être, le sucre dans le maté, les noms de quelques plats.
et bien sûr les équipes de football. Mais il verrait surtout à quel point les deux pays vouent une relation toute particulière à la langue française. Ces deux pays ont rejoint l'Organisation internationale de la francophonie en 2012 et 2013 et sont à ce jour les deux seuls pays membres observateurs de l'OIF du continent sud-américain. C'est en nous appuyant sur ces bases historiques, sur ce terreau que nous croyons fertile, que nous avons avec nos collègues argentins, que je remercie pour tout ce travail accompli, voulu tendre ce nouveau pont au-dessus du Rio de la Plata pour que celui-ci nous rassemble et prouve ainsi que la littérature et la langue française sont d'abord et sont surtout une affaire de belles rencontres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion unique aussi de faire des rencontres avec les livres, des rencontres avec les auteurs, comme nous avons pu les avoir pour deux d'entre eux à travers cet outil donc, de visioconférence. Et puis entre nous tous, voilà, de rencontres réelles entre des lecteurs francophones. Alors voilà, je ne serai pas plus long, je vais laisser la place, donc maintenant, Mathéo, je vais te laisser la parole pour cette délibération. Voilà, on va à l'issue de cet échange savoir quel sera le lauréat. J'ajoute juste que l'engagement que l'on a depuis l'ambassade de France en Uruguay est d'inviter le lauréat l'année prochaine en Uruguay. Et puis nous avons également, Monsieur Claudel, vous le savez, adressé une invitation à votre rencontre. Donc ça fait aussi partie de notre engagement dans ce choix au concours que de pouvoir recevoir des auteurs contemporains ici et de nous organiser cette fois-ci des deux côtés du Rio de la Plata pour encore une fois des rencontres avec les lecteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dario, d'avoir rappelé aussi l'enjeu que représente ce prix de la critique. Très intéressant, puisque depuis le début des échanges avec les différents encadrants, revenait souvent la question, est-ce qu'on est censé écrire? Donc là, on est très content d'avoir apporté une réponse à cette envie, c'est-à-dire pas seulement de lire, mais de passer à l'écriture, d'avoir une réflexion qui ne... C'est-à-dire que les paroles ne s'envolent pas, disons, qu'elles se retrouvent bien gravées dans l'écrit et dans une réflexion qui est tout autre, qui est plus une réflexion personnelle et pas seulement le produit, mais si souvent le résultat de l'échange. Nous voulons remercier tout particulièrement donc Philippe Claudel d'être présent parmi nous aujourd'hui. Philippe Claudel, vous êtes romancier, professeur en littérature et anthropologie culturelle, scénariste, réalisateur, donc un homme de l'écrit, que ce soit sur le livre ou sur l'écran. Votre dernier livre, Crépuscule, est sorti chez Stock en 2023. Il n'est pas encore parvenu en espagnol puisqu'il n'a pas encore été traduit, mais nous l'espérons. En tout cas, votre dernière traduction à l'espagnol est Fantaisie allemande chez Salamandra, que j'ai tout récemment vu en vitrine de librairie. Donc, je peux vous assurer que les lecteurs hispanophones peuvent lire votre production récente ici. Certaines de vos œuvres ont été portées au grand écran, pour ne citer que quelques-unes, Âme grise, et vous avez réalisé vous-même des films tels que Il y a longtemps que je t'aime ou Une enfance. Donc, vous êtes un auteur et un réalisateur particulièrement apprécié en Amérique latine et dans le cône sud. En tant que membre de l'Académie Goncourt, vous êtes entré, si je ne me trompe pas, en 2012, au couvert de Georges Saint-Prin, ou Jorge Semprún, comme on l'appelle plutôt ici. Et vous êtes depuis 2021 son secrétaire général. Nous sommes très heureux de compter aujourd'hui avec votre participation, puisque vous avez été à l'ouverture il y a quelques mois, alors que les lectures venaient de débuter. Vous nous avez accompagnés tout au long de ce premier choix concours du Rio de la Plata, et vous nous accompagnez encore aujourd'hui à l'heure où nous allons définir le lauréat. Merci beaucoup, Monsieur Claudel. Merci à vous, merci Mathéo, merci Dario, merci Lionel.
pour votre soutien, votre enthousiasme et vos mots chaleureux. Moi, c'est un plaisir pour moi de prendre brièvement la parole parce qu'ensuite, après, c'est à vous, jeunes lectrices, jeunes lecteurs, de travailler et je m'effacerai et je prendrai connaissance dans quelques heures eh bien, du résultat. Mais en tout cas, vraiment un grand, grand merci pour toutes celles et ceux qui concourent, les professeurs, les intervenants, les accompagnants à l'organisation de ce premier choix Rio de la Plata, qui, on l'a dit, est symbolique et d'un merveilleux symbole, parce que réunir deux pays qu'un fleuve non pas sépare, mais arrive à joindre, est une très, très belle image, et une image de la littérature. La littérature, les livres sont des ponts, ne servent qu'à cela, ne servent qu'à nous faire dialoguer les uns avec les autres. Dans un premier temps, un auteur, avec une lectrice et un lecteur, et ensuite, dans le cadre d'initiatives comme ce choix Goncourt, eh bien, faire en sorte que toutes celles et ceux qui ont lu les mêmes livres puissent en discuter, puissent débattre, puissent échanger leurs idées, leurs points de vue, leurs sensations, leurs sentiments, parfois avec passion, avec fièvre. Ça peut être vif, hein, et nous connaissons aussi au sein de l'Académie Goncourt ces échanges à propos des livres que nous lisons. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais ensuite, comme vous allez aussi l'expérimenter, bien entendu, c'est un vote démocratique qui parvient à élire la lauréate ou le lauréat. Alors, un petit mot, si vous voulez, de l'Académie Goncourt. L'Académie Goncourt, elle existe depuis plus d'un siècle maintenant. Elle est constituée de 10 membres. Aujourd'hui, nous sommes 4 femmes et 6 hommes. J'espère que nous parviendrons à une forme de parité. En tout cas, on s'en rapproche et c'est très heureux. Le dernier membre que nous avons intégré il y a 3 mois maintenant, c'est Christine Angot. Et chaque membre donc est élu et siège dans notre académie, dont le siège social se trouve dans un restaurant qui est le restaurant Drouan, qui est tout près de l'Opéra de Paris, donc dans le centre de Paris. C'est notre siège social depuis 1903 et chaque année, donc au mois de novembre, premier mardi de novembre ou premier jeudi, cela dépend des années, nous élisons le roman qui nous paraît être le plus digne de recevoir le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est le prix littéraire le plus prestigieux de France, mais qui a aussi une portée, une aura internationale. En témoigne par exemple le nombre de journalistes qui sont présents ce jour-là pour l'annonce, à la fois sur la petite place qui est en dehors du restaurant et dans notre salle. C'est une invasion soudain de micros, de caméras, d'appareils photo, ce qui prouve que la littérature est encore quelque chose qui arrive à passionner les foules. Et durant tout l'automne, qu'on appelle en France l'automne littéraire, la rentrée littéraire, c'est vrai que la presse consacre plus de place ou de temps à la littérature. La France est un pays de littérature, c'est un pays de littérature en termes de production, en termes de traduction aussi. Et ça, c'est heureux lorsque l'on est français parce qu'on a la chance de pouvoir lire toutes les littératures du monde en traduction, ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, par exemple, dans les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne ou États-Unis, la part de littérature traduite est très, très faible. Ce qui fait que lorsqu'on ne maîtrise pas une autre langue que l'anglais, eh bien finalement, on a une vision assez étroite, assez resserrée, dramatiquement resserrée de ce que peut être la production humaine, la production imaginaire ou dans le domaine des idées. Alors, un mot des choix Goncourt. Les choix Goncourt de l'étranger, ils sont nés sur le modèle du Goncourt des lycéens. Le Goncourt des lycéens en France a plus d'une trentaine d'années. Et chaque année, à peu près 2000 lycéennes et lycéens en France prennent notre première liste de sélection que nous établissons au tout début septembre, une quinzaine de titres, et pendant 3 mois vont lire ces 15 romans et élire, au terme de grandes discussions dans leur classe, puis au niveau académique, puis au niveau national, le livre qu'elles considèrent comme le plus intéressant, donc, et à qui sera remis le Goncourt des lycéens. C'est un prix très important qui assure une renommée et un nombre de ventes très conséquent à l'auteur qui réussit à l'obtenir. Et j'allais dire, il conclut maintenant, en termes d'aura, le Goncourt adulte, disons. Et il y a 25 ans, un pays, la Pologne, nous a demandé d'organiser un choix Goncourt sur le modèle de ce choix Goncourt des lycéens. Donc la Pologne a été le premier pays à organiser un choix Goncourt de l'étranger
Et maintenant, en 2023, il y a plus de 35 pays, hein, enfin 35 choix Goncourt, ça fait plus d'une quarantaine de pays, puisque bien, choix Goncourt Rio de la Plata, c'est déjà 2 pays, on l'a rappelé, l'Argentine et l'Uruguay, mais par exemple, le choix Goncourt de l'Orient regroupe une douzaine de pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Donc, plus de 40 pays dans le monde entier, sur tous les continents, qui ont choisi d'organiser ces choix Goncourt, ce qui permet à beaucoup de jeunes gens, lycéennes, lycéens, étudiantes, ça dépend des pays, de participer à cette aventure et de lire. Alors, on laisse le choix, si vous voulez, soit, comme la Pologne le fait, la première sélection, donc les participants lisent les 15 titres. D'autres pays choisissent la liste de 8 titres, notre deuxième sélection, ou, comme vous l'avez fait, notre dernière sélection, le dernier carré. Donc, pour des raisons de facilité aussi ou de temps, bien entendu. Mais cela est susceptible de bouger. Si l'an prochain, vous voulez travailler sur la liste de 8, bien entendu, c'est tout à fait envisageable. Et nous allons essayer de notre côté inciter les éditeurs peut-être à pouvoir fournir des fichiers PDF numériques de façon à ce que la circulation des titres sélectionnés soit plus facile, parce que parfois, il est assez difficile de recevoir, ne serait-ce que physiquement, des livres dans certains pays. Ça prend un temps assez conséquent. Donc voilà. Alors, je rappelle quand même une chose qui est très, très importante, parce que dans certains pays, c'est mal connu et parfois, il y a eu des petits couacs. Bien entendu, seuls les étudiantes ou étudiants ou lycéennes et lycéens votent. Il n'est pas question que les personnes qui encadrent, professeurs, bibliothécaires, membres des instituts, prennent part au vote. Ils sont là pour organiser, pour mettre en place tout le protocole qui permet l'élaboration de ces choix concours, mais seuls les jeunes gens votent. Il faut vraiment que ça reste un prix de jeunes lectrices et de jeunes lecteurs. Ça, c'est très, très important. Et parce que c'est vrai que grâce à votre intérêt, c'est la francophonie, on l'a déjà rappelé, qui sort vainqueur de ces concours, de ces émulations. Et puis, de ce que peut être une littérature ultra-contemporaine. Lorsqu'on s'intéresse à la littérature d'un pays, lorsqu'on est étudiant ou lycéen, généralement, on étudie des classiques, on étudie des auteurs qui, pour la plupart du temps, sont morts. Alors, je ne dis pas qu'ils sont sans intérêt, bien au contraire. S'ils sont classiques, c'est justement parce qu'ils ont écrit des œuvres qui sont fortes et peuvent prendre différents aspects en tout lieu et en tout temps. Mais il est intéressant aussi de prendre la pulsation, de prendre le pouls d'une littérature en train de se faire. Et c'est un petit peu, bien entendu, un des intérêts du choix Goncourt du Rio de la Plata ou des choix Goncourt de l'étranger ou des prix Goncourt en général. Vous avez lu 4 textes qui sont très dissemblables les uns des autres, d'où la difficulté aussi de voter. Si on n'avait que des textes qui se ressemblaient, ce serait un peu plus simple. Là, franchement, c'est assez compliqué, ce qui fait qu'à l'automne dernier, nous, on a été vraiment dans la difficulté de nous départager, puisqu'on était sur 2 camps assez opposés, défendant 2 livres qui n'ont rien à voir entre eux, qui ont tous les deux d'énormes qualités. Mais à la fin, il faut bien sûr qu'il y ait un ou une vainqueur, puisque notre règlement ne permet pas les ex-aequo. Donc ça, c'est impossible, c'est une clause qui ne peut pas exister. Je terminerai par ça. La littérature, comme je l'ai dit au départ, c'est une façon de créer un pont entre 2 rives, entre 2 êtres, entre 2 pensées. C'est une façon de s'approcher de l'autre. La littérature, elle nous permet d'entrer dans une autre pensée et de confronter la nôtre à cette autre forme de pensée. Dieu sait si aujourd'hui le monde en a besoin. Nous sommes dans un monde dur, nous sommes dans un monde tendu, nous sommes dans un monde où les difficultés à se comprendre s'exacerbent au point de créer parfois, comme vous le savez, des guerres sur notre continent européen avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a maintenant plus d'1 an. La littérature, au contraire, j'allais dire, permet de désamorcer les conflits parce que tout ce qui est conflictuel est de l'ordre de la pensée et de l'ordre de l'interprétation, de l'ordre de la confrontation au jugement d'autrui. Et tant qu'on peut se parler, on évite le choix des armes. Et c'est ça qui est peut-être le plus important. Si la Terre entière lisait plus, si elle s'intéressait plus à ces domaines de la pensée, et quand je dis domaine de la pensée, je vais même au-delà de la littérature, à toute forme artistique, eh bien, elle trouverait un enrichissement et sans doute une source
de discussion et de pacification plus important. Je termine en disant, puisqu'on en a parlé, un mot du concours de critique. Alors, nous l'avons mis en place maintenant depuis 3 ans, grâce à la Fondation du Crédit Mutuel, qui nous donne une certaine somme, qui nous permet chaque année donc de choisir 4 pays qui vont concourir à ce choix de critique et d'inviter pendant 2 jours à Paris la lauréate ou le lauréat du choix critique. Donc, cette année, le Rio de la Plata, Argentine et Uruguay participent et donc il y aura une jeune fille ou un jeune homme qui va remporter, grâce à sa critique, ce concours. Le jury sera constitué par vos soins, Dario, Matteo et Lionel, et va choisir donc la meilleure critique. Et la lauréate ou le lauréat sera donc invité à Paris à venir la veille et le jour du concours. La veille pour déjà faire connaissance avec l'Académie Goncourt. On sera invité à dîner le soir dans notre fameux salon Goncourt, où le lendemain a lieu la délibération. Et le lendemain, à nouveau, la lauréate ou le lauréat sera invité dans le restaurant de Rouen et participera en direct à cette effervescence autour de cet événement unique qu'est le prix Goncourt. Et je vous assure que sur les 2 précédentes éditions, les jeunes gens qui sont venus ont été absolument ravis du voyage et de cette expérience. Donc, je crois que ça vaut la peine finalement que vous preniez un petit peu de temps pour essayer de construire une critique pertinente et essayer de gagner ce concours. Voilà, je ne vais pas être plus long. Dario y a fait référence. C'est vrai que je reviendrai, parce que je suis déjà venu en Uruguay et en Argentine, mais je reviendrai avec un très, très grand plaisir si les choses sont possibles l'année prochaine, sans doute fin février, tout début mars, on verra ça. Et ce sera l'occasion, évidemment, de vous rencontrer physiquement et de reparler de livres, de littérature ou de cinéma, même avec vous, des 2 côtés du Rio de la Plata. Donc, merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite de fructueux échanges, de bons débats, et je regarderai mon téléphone dans quelques heures pour évidemment apprendre qui a été choisi pour ce premier choix Rio de la Plata. Merci encore, bonne journée, bonne délibération et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Philippe Claudel, donc pour avoir rappelé, entre autres, la fonction de l'Académie Goncourt, son histoire, les enjeux de ces lectures, et enfin ce prix de la critique qui nous réjouit et dont nous avons hâte aussi de connaître le lauréat et qui, disons, et dans sa participation nous enorgueillit aussi. Nous allons passer maintenant à un petit rappel de la modalité, donc de la partie, disons, qui est au cœur de la rencontre aujourd'hui, qui est celle de la lecture et du choix de chaque institution. Donc, Donc, je vous dis au revoir et bonne délibération. merci au revoir à beaucoup, toutes et à Monsieur tous. Claudel. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bien. Donc, je vous rappelle que c'est un vote par institution, qu'un représentant de chaque institution prendra la parole pour, pendant 5 minutes pour dire quel est l'ouvrage que l'institution a sélectionné comme vainqueur et pourquoi. Et ensuite, cette même personne lira un bref extrait de l'œuvre choisie. Je vais rappeler aussi quel est l'ordre de passage. Donc, globalement, ce sont les alliances qui commencent. Ensuite, ce sont les instituts de langue. Après, les lycées. Et enfin, les universités. Donc, ce sera l'Alliance de Buenos Aires qui commencera, ensuite l'Alliance de Montevideo, après l'Institut en langue vivante Juan Ramón Fernández, après le IPA, Instituto de Profesores Artigas, ensuite le lycée français de Buenos Aires, après le lycée français de Montevideo,
après la UBA, ensuite la UDELAR et enfin la UNLP, donc la Universidad Nacional de La Plata. Je veux, avant de vous céder la parole, tout simplement rappeler une seconde. Je pense que vous les avez à l'esprit depuis un bon moment déjà. Mais bon, c'est quand même ces œuvres qui sont au centre. Donc, rappelez que les 4 œuvres finalistes sont Le Mage du Kremlin de Giuliano d'Empoli, une œuvre d'extrême actualité sur l'éminence grise de Poutine, ce conseiller amoureux et pris aussi de littérature, qui par moments nous rappelle la brûlante actualité de cet entourage très particulier de Vladimir Poutine. Nous avons ensuite Vivre vite de Brigitte Giraud, qui a remporté le prix Goncourt en 2022, qui raconte donc ce drame domestique familial du compagnon de la narratrice et autrice qui est morte lors d'un accident de moto, avec une moto interdite au Japon, un livre en toute vitesse. Nous avons après Les Presque Sœurs de Chloé Corman, qui raconte la destinée tragique des fratries Corman et Kaminski pendant l'occupation et la déportation. Et enfin, Une somme humaine, dont nous avons pu entendre récemment l'auteur, qui raconte aussi un autre drame, celui d'une jeune femme dans la France d'aujourd'hui, qui raconte sa vie d'outre-tombe. Donc, nous allons vous entendre maintenant parler de ces ouvrages, les lire, les rendre vivants et nous raconter pourquoi et comment vous les avez choisis. Donc, je cède tout de suite la parole à l'Alliance française de Buenos Aires. Je ne sais pas qui est donc la personne qui va s'exprimer, mais elle peut. Oui, C'est Camilla. merci beaucoup. Oui, exact. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Camilla et c'est un honneur et un vrai plaisir d'être la porte-parole de l'Alliance française de Buenos Aires. Je vous raconte que notre premier choix, c'est le roman Une somme humaine de Mackenzie Orsel. Pourquoi? Car c'est un récit multiple et hétéroclite qui nous rappelle, dans son chaos polyphonique, que notre voix est et sera toujours l'écho de voix qu'on a lues, qu'on a écoutées, qu'on a entendues, qu'on a respectées, qu'on a même rejetées. On ne parle ni on écrit jamais seul. On se perd, on se disperse dans un marécage de discours qui nous façonnent et qui donnent forme à notre identité. On n'est jamais le propriétaire exclusif de notre parole. On est tous et toutes la rencontre des énoncés déjà prononcés et des énoncés qui seront prononcés. De nos jours, face aux propos discriminatoires qui visent encore à défendre une notion d'identité fixe, fermée, achevée, cette écriture se révèle profondément puissante en nous rappelant qu'on n'est jamais terminé, on est toujours ouvert, on est toujours en chantier, en train d'être construit, en train de se construire à partir de fragments d'altérité. En outre, la narratrice d'une somme humaine, énonciation d'outre-tombe qui profite de cette distance pour s'approcher du réel sans limitation, aborde la polyphonie de la vie, en altérant la linéarité du récit. Ce flux continue sans majuscule, ainsi sans hiérarchie de paragraphes ni de voix, sans point, ainsi sans aucune fermeture, nous invite à plonger dans les chaos insaisissables qui est notre réalité, nous rappelle le caractère conventionnel de tous nos systèmes qui essayent de le rendre compréhensible et ordonné. Le roman s'éloigne de la narration traditionnelle en nous posant un défi, celui de lire et relire, de doubler notre attention, de revenir sur nos pas, de continuer à réfléchir, de ne jamais nous arrêter sur une seule interprétation. Dans cette même perspective, la narratrice nous rappelle que nous sommes, je reprends et j'incarne sa voix qui nous habite
tous et toutes, après sa lecture. Nous sommes de voix qui s'ouvrent, se déploient, s'écoulent à travers de prodigieuses ramifications dessinées par de fleuves inconnus, des réseaux imaginaires, fluides et sinueux, des voix qui intègrent un corps possible partagé par tous les vivants. Nous pensons que mettre en avant ce roman avec un prix d'autant capital symbolique comme le Goncourt, c'est d'essayer de construire ce corps possible, en encourageant le lecteur et les lectrices à faire l'effort d'affronter une écriture complexe à suivre, mais politiquement riche, car elle nous invite et incite à comprendre l'altérité, à ne pas craindre ce qui semble incompréhensible, à cohabiter avec d'autres voix, d'autres histoires, d'autres sensibilités. En définitive, ce roman nous renvoie au fait incontournable que, comme disait le philosophe Gilles Deleuze, écrire, c'est toujours devenir. C'est toujours un devenir inachevé. Et on pourrait bien ajouter, à partir de et grâce à l'écriture de Mackenzie Orsel, vivre, c'est aussi devenir. C'est devenir les autres et avec les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camilla, pour cette très belle interprétation de l'œuvre choisie. On constate, on sent bien qu'il y a eu une grande appréciation de ce roman. Et je vous invite maintenant à lire donc un extrait d'une Somme humaine. Bon, l'extrait que j'ai choisi, je l'ai intégré dans l'interprétation. C'était l'idée de mêler nos voix. J'ai mêlé ma voix à celle de la narratrice, mais je peux répéter le petit extrait, la petite référence, c'est la citation « Des voix qui s'ouvrent, se déploient, s'écoulent à travers de prodigieuses ramifications dessinées par de fleuves inconnus, des réseaux d'imaginaires fluides et sinueux, de voix qui intègrent un corps possible partagé par tous les vivants. » C'est ça. Merci. Un très bel extrait. Donc nous avons écouté l'Alliance française de Buenos Aires. Maintenant, nous allons traverser le fleuve pour écouter l'Alliance française de Montevideo. Bonjour à tous. Et le jury de l'Alliance française de Montevideo a aussi choisi comme lauréat Une somme humaine de Mackenzie Orsel. Ce texte nous a particulièrement touchés, tout d'abord par son style, son écriture en flou ininterrompu qui, au lieu de perturber, plonge le lecteur dans un flot continu de pensée passant du registre narratif au registre poétique ou bien épistolaire. Nous avons aussi été sensibles à la capacité de l'auteur de se mettre à la place d'une femme et de raconter l'histoire à travers son point de vue en dénonçant formidablement les problèmes et la souffrance de notre époque d'une manière dure et sensible à la fois. Ça récit de la vie d'une fille anonyme à un fait n'importe universel. Sa recherche d'identité, sa quête d'un lieu auquel appartenir en raison de son enfance volée. En plus, le fait de ne pas donner des noms aux personnages renforce l'idée qu'il peut s'agir de n'importe quelle personne, que les difficultés et la violence ne sont pas des cas particuliers, mais nous concernent tous. Mackenzie Orsel affirme son implication littéraire en se glissant à l'intérieur du roman, se transformant à la fois en héros éphémère et en diabolique manipulateur. Finalement, nous avons été profondément impressionnés par la grande sensibilité de l'auteur, mettant l'emphase sur les sentiments et sur les émotions, souvent terriblement sombres, mais surtout terriblement humaines. Merci. Merci beaucoup, Valentina. Donc, je ne sais pas si pour l'instant on peut parler d'une tendance, mais bon, on voit déjà la deuxième apparition d'une Somme humaine. Est-ce que vous avez choisi un extrait à lire? Oui, on a choisi un extrait, mais on s'est réparti un petit peu pour partager le poids du
petit stress qu'était cette rencontre. Donc, je Excellente vais idée. vous lire ce qui a été choisi par le groupe, qui est le texte final qui est extrêmement fort. Donc, c'est « Lettre aux 2 mois ». J'avais lu quelque part que plein de choses se remettent en ordre dans sa tête quand on écrit à soi-même, à son enfance ou à la personne qu'on sera plus tard. Apparemment, ça nous permet de prendre du recul, de s'échapper d'une souffrance psychologique, de quitter la tempête qui nous dévaste pour approcher en nous des horizons plus ou moins stables. Mes chers moi, je vous écris à vous deux en même temps, car il est question ici de rassembler dans un espace poétique, vivant, la petite fille que j'ai été et l'adulte que je suis aujourd'hui. Elles sont liées, une vie, c'est le même fil, parfois tendu, souvent méandrique, poursuivant la même quête dont parlait ma grand-mère, une impossible éternité. La même petite note obsédante contre l'oubli, la mort. Vous savez, j'y ai longuement réfléchi, mais je ne vous ai pas écrit plus tôt pour des raisons que je ne peux pas justifier et qui sont peut-être injustifiables. Au cours de ces 20 dernières années, vous avez bien changé, cela ne s'est pas fait sans souffrance. Toute une série de crashs qui nous ont permis de mieux comprendre et d'assumer notre regard vis-à-vis du monde. Je regrette de n'avoir pas pu trouver assez de force en moi pour me relever lorsque vous avez voulu que je sois forte. Nous nous sommes perdus de vue, oubliés entre le jour où l'oncle pédophile et incestueux m'a inoculé son venin, mon départ pour Paris, le bref bonheur que j'ai connu avec Orcel, ma défenestration ratée, la lutte infructueuse pour m'affranchir de l'emprise de Mackenzie, etc. On aurait dit que tout ça avait été écrit et devait s'accomplir coûte que coûte. Vos silences, vos peurs ont hanté mes nuits, vos yeux d'où se déverse la jungle intérieure, vos forteresses inviolables, vos amours vertes tels le mythe des haras, des poèmes ailés, vos mots, étrangers à l'errance du monde, dont le cœur, comme leur rive, alimente la mort, l'avenir. Vous m'avez appris qu'une femme n'est pas plus grande que la petite fille qu'elle a été. Mais une femme a et est plus que son corps, qui n'est pas fait pour être livré, mais pour répondre à un besoin conscient et assumé. C'est son unique nid, son unique horizon. Ces questions tant cruciales qu'insalissables m'ont longtemps préoccupée, parfois j'y pense, comme au plus nécessaire des mensonges, depuis l'adolescence, je crois, dès lors que le miroir se mit à vous opposer l'une à l'autre, tels deux extrêmes psychiques, deux boxeurs sur les rings, chacun vers son destin, son besoin de grandir, respirer. Nommer les rêves avant même qu'ils ne se désintéressent de naître, d'atteindre leur somme humaine. J'aurais beau tout raconter, remplir 1000 cahiers, cela ne rapprochera pas de ces terres dont l'obscurité m'a éloigné, ces terres rapetissées proches de l'effacement. Désormais, le temps fait songe à part, recroquevillé derrière l'horizon, vidé, lui non plus n'a pas eu d'enfance. Au-delà des lumières défigurées, de la dictature des codes, des effluves des seins, des portes muselées, que la grande vague m'emporte, à partir de la mort, tout recommence. Merci beaucoup, Lucia, pour cette très belle mise en parole de l'extrait qui nous fait vraiment revivre la voix de la narratrice. Maintenant, nous allons passer au Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, donc avec son centre d'études francophones. Bonjour, c'est moi la porte-parole. Bonjour à tous. Alors, nous, on va casser la tendance qui s'était installée. Notre choix se porte sur Les Presque Sœurs de Chloé Corman et c'est un livre que nous avons choisi à l'unanimité dans notre petit groupe. Ce livre-là, on l'a choisi pour la force du texte. C'est une force qui vient paradoxalement d'une écriture mesurée, retenue, pudique même. C'est une force qui vient aussi d'une écriture qui prend par moments une ampleur poétique. Mais la force vient surtout de l'alliage entre l'écriture romanesque et l'écriture d'enquête. D'une part, le travail d'investigation avec des documents, des objets, des témoignages, et d'autre part, la fiction, l'imagination, pour combler les lacunes, pour élaborer des hypothèses, et surtout pour donner vie, une vie de chair et d'os à ces petites que l'on peut voir agir, aller, venir. Donc, la force de cette écriture nous a vraiment frappés aussi dans le traitement de l'espace. Parce que c'est en parcourant les lieux de l'action que le passé émerge et se superpose au présent. C'est l'espace qui est le vecteur entre le passé et le présent. Et nous avons choisi Les Presque Sœurs également pour la pertinence du sujet, le travail de mémoire qui est fait, et l'aspect éminemment critique du texte. Car ce qu'elle découvre, l'autrice,
narratrice, ce qu'elle découvre dans son enquête, ce qu'elle raconte dans son roman, ce qu'elle dénonce à travers tout le texte, c'est l'horreur. L'horreur à proprement parler, l'horreur du nazisme, du génocide, mais aussi de la collaboration française. Et maintenant, je vais lire 2 petits extraits qui vont dans ce sens-là. Je suis dans l'édition papier, à la fin de la page 85. À quoi peut ressembler un lieu où vivent 3000 enfants sans parents, presque sans adultes? Un camp en rase campagne où il n'y a presque pas d'installation sanitaire, presque pas de nourriture. Le tumulte de la cour de récréation d'une école primaire dans une grande ville compte environ 300 ou 400 enfants. Ici, c'est 10 fois plus. Pourtant, il n'y a pas de bruit. Les quelques assistantes sociales qui sont sur place racontent comment les enfants ont vu partir leurs parents. Elles écrivent dans leur journal qu'ils crient, pleurent au début, mais qu'au bout d'un moment, ils ne parlent plus. Ils posent encore quelques questions. Mademoiselle, je veux savoir quand on va rejoindre nos parents. Je suis tout seul, j'ai 9 ans et demi, je veux savoir. Mademoiselle, quand c'est qu'on va rejoindre nos mères? Je voudrais écrire pour m'occuper parce que je deviens fou. Je suis tout seul, je deviens fou. Elle raconte l'impossibilité de porter secours. Des enfants de tous les âges, certains d'à peine 1 an jusqu'à 13, 15 ans, atteints de dysenterie et subissant les épidémies de rougeole, de diphtérie ainsi que l'impétigo, une bactérie qui attaque la peau en laissant les plaies suppurantes. Ils mangent de l'herbe, demandent encore où sont leurs parents, puis ne demandent plus rien, vomissent, se grattent la peau irritée par les poux. C'est ce qui a fait dire à l'auteur quelques pages auparavant, quelques lignes que je vais lire et je vais finir avec ça. Si j'avais une seule morale à tirer de tout cela, à transmettre à mes enfants ou à n'importe quel ami dont la vie m'est aussi chère que la mienne, ce serait de prendre la mesure des mensonges putrides dont est capable un État, jusqu'à assassiner ceux dont il a la protection avec la bonne conscience qui s'autorise des tampons de commissaire et la respectabilité des signatures de sous-préfets ayant l'honneur de s'adresser à leur préfet ou de préfets déférant à leur ministre avec des listes de noms d'enfants. Merci beaucoup, Marie-Claire, tant pour cette, disons, cette vision aussi précise d'un livre qui est dur à cause du sujet, de la focalisation sur des enfants à la fois en bas âge, des préadolescentes qui se voient dans cette emprise progressive et brutale. Donc, nous voyons déjà que chaque institution a sa préférence très bien fondamentée jusqu'à présent. Nous allons écouter maintenant le IPA, donc l'Instituto de Profesores Artigas, qui va s'exprimer au nom de l'IPA. Oui, je vais parler au nom de l'Institut des professeurs Artigas. Et comme Marie-Claire a dit, on a aussi choisi les presque sœurs comme notre premier choix. Et on a dit que lorsqu'on commence à lire ces livres, on risque de se dire une autre histoire sur ce que nous connaissons très bien, les souffrances, les génocides du peuple juif. Mais à mesure que le récit se déroule et que tout est lié à la vie et au destin de ces petites filles, il prend un autre caractère. Rarement, on se centre sur les enfants quand on parle de la guerre. Ces petites innocentes ont souffert sans comprendre ce qui passait. Cela nous semble important, le fait qu'elles ne comprenaient pas. Cela faisait que ces protagonistes se démarquaient d'autres personnages romanesques, victimes adultes de la Shoah. Elles n'ont pas eu de l'enfance et, paradoxalement, en même temps, elles n'ont pas cessé d'être enfants et que cela s'est avéré comme un privilège, celui de rester en vie, sans comprendre la situation, sans savoir ce qui est arrivé à leurs parents, ni ce qui les attendait. Elles continuaient leur petite vie sans se détourner du quotidien, des soucis et des plaisirs qu'ont les enfants normaux.
la capacité à jouer, à rire, à se concentrer sur une histoire, à prendre au sérieux les besoins de se procurer des crayons et des couleurs. Et on a dit que toute cette génération a perdu les familles, l'éducation, tout ce qu'on désire pour un enfant. On pense qu'il y a une très bonne description de tout ce qui leur est arrivé. Tout est bien documenté, c'est une lecture très fluide et on va arriver à la fin pour savoir quel a été le sort des petites. En plus, le titre est très bien choisi parce qu'on voit comment les filles les plus grandes aident les plus petites, comme si elles étaient la famille qu'elles ne pouvaient pas voir. Le travail sur le style n'est pas à négliger non plus. Il mérite d'être remarqué et apprécié. Superposition dans la narration du passé et du présent, de l'enfance, de la vieillesse, travail conjoint entre les récits presque documentaires et le lyrisme et la poésie de certains passages. Et tout l'ensemble met en mouvement toutes nos émotions quand on lit ce livre. Et on a choisi un petit extrait qu'Alena va lire. Bien, on a fait comme à l'Alliance française de Oui, Montevideo, on s'est réparti un peu les rôles. Excusez-moi. Alors, l'extrait que je vais lire, c'est le moment où la narratrice regarde la photo prise par son ami photographe, et qui est la photo, en réalité, c'est la photo de deux photos. Justement, deux photos, une vieille photo, une photo plus récente, où figurent justement les 6 petites filles, mais pas au même moment. Devant l'écran se sont placées les sœurs survivantes que le temps avait colorisées. Dans ce lieu, la photo noire et blanc du début des années 1940, l'onctuosité des chemisiers, les arrondis de l'enfance s'étaient mués en peau ridée, en imprimés, lainage, bijoux, maquillage et teinture de femmes âgées. La nouvelle photo portait plus de gestes aussi. Là où les petites filles se tenaient côte à côte, sans effort particulier, les vieilles dames se sont mises en mouvement. Elles posent sur les épaules d'André, leurs mains pavées. D'une photo à l'autre, les regards, eux, sont effectivement inchangés, du même noir. Sur les 6 que je suis partie chercher, elles sont les 3 qui ont été sauvées. Leur vieillesse, aperçue depuis le miroir sans teint du studio de Géraldine, m'apparaît ce soir-là beaucoup moins comme une corrosion que comme un accroissement, comme le végétal qui pousse plus, donne plus de fleurs, de mousse, abrite plus d'insectes, capte plus d'air et de lumière. Voilà. Merci beaucoup, Alena et Maria Cecilia. Ce qui est intéressant dans cette, disons, dans cette coïncidence du choix à la fois sur Une somme humaine et Les Presque Sœurs, c'est que nous avons 2 visions des mêmes livres, 2 extraits différents et qui nous donnent une image plus complète, à la fois en miroir et fractale des œuvres. Une seconde, je vais mettre en mode galerie pour voir maintenant du côté du lycée français. Je pense que c'est Nolan qui va s'exprimer. Nolan? Oui, effectivement. On m'entend bien? Oui, très bien. Bien. Pour commencer, j'ai été le seul à avoir lu tous les livres. Du coup, c'était un vote très démocratique. Mais Bravo. je suis parti, même avec l'approbation d'un de mes camarades, sur le choix de L'Hommage du Kremlin. C'était un choix difficile parce que tous les livres présentaient des caractéristiques différentes, intéressantes. Les Presque Sœurs qui jouaient sur la compassion, Livre vide qui jouait sur la tragédie, ou même Une somme humaine qui était très intéressant, le développement du personnage. Mais je suis parti sur L'Hommage du Kremlin parce que, premièrement, le contexte, l'intérêt géopolitique dû au fait que le roman est inspiré sur des faits réels, et qu'il y a des personnages même
comme Vladimir Poutine génère un certain intérêt sur, même sur l'actualité, vu que nous savons qu'il y a lieu la guerre en Ukraine, et donc peut intéresser le lecteur pour savoir ce qui se passait auparavant. Mais c'est aussi intéressant comment nous est raconté l'arbre généalogique du narrateur enchâssé, commençant par le grand-père, ensuite par le père et ensuite par sa vie, qui tous passent par des chemins très différents. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce que j'appelle la structure du roman et comment les personnages interagissent entre eux. C'est toujours ce qui me fascine le plus dans un roman, penser comment ils interagissent, que c'est un personnage que l'autre ne sait pas, quelle serait l'alchimie, la synergie d'une interaction entre tel et tel personnage. Et pour ceux, comme par exemple la relation entre Vadia et Ksenia, ou même entre Vadia et Vladimir, ou Vadia et Berezovski. C'est pour ça que j'ai choisi l'extrait suivant qui a lieu vers nous approchant de la fin du roman. Je commence. 2 jours après notre rencontre, Berezovski a été retrouvé mort dans la salle de bain de sa résidence d'Ascot, pendu à son écharpe en cachemire préféré. Le problème n'est pas que l'homme soit mortel, mais qu'il soit mortel à l'improviste. À tout autre moment, j'aurais été ravi que le tsar se donne la peine d'exhumer Bulgakov pour moi. De ce jour-là, je n'étais pas disposé à apprécier les citations littéraires. Poutine, naturellement, s'en est rendu compte. Tu crois vraiment que c'était nous? Le visage du tsar était une plaque de granit. J'ai regardé autour de moi. Je détestais la désolation officinelle qui régnait à Novo-Gariovo. Mélange de fausse intimité et d'authentique mauvais goût. Comme si un jour on avait confié au chef de la sécurité du Kremlin la tâche de meubler la résidence du président au port de Moscou. D'ailleurs, on ne pouvait pas exclure que les choses se soient passées ainsi. Déjà, en temps normal, les lampadaires de bronze et les murs couverts de damas me rendaient triste. Alors imaginez mon état d'esprit ce matin-là, avec les pages de journaux pleines de la nouvelle de la mort de Boris, et sa dernière et inutile supplique qui brûlait la poche intérieure de mon veston comme une balle dans une blessure. Je ne crois rien, Président. Et tu as bien raison, Vadia. Merci beaucoup, Nolan, tant pour cette vision très précise sur le jeu des personnages, le rapport à l'actualité, et aussi pour cet extrait qui est très explicite sur ces morts et ces méthodes, dont le moins qu'on puisse dire, sans qu'elles sont louches, donc des défenestrements à répétition, et ce système opaque du pouvoir moscovite. Nous allons maintenant prendre l'avion de Jean Mermoz pour traverser le fleuve et atterrir sur les contrées du poète Jules Supervielle. Donc, je donne la parole au lycée argentin de Montevideo. Bonjour à tous. Alors, je suis Nathalie, j'ai encadré les débats, je vais prendre la parole et ensuite Bruno, qui est un élève de première, vous dira un extrait. Donc, d'abord, au nom du lycée français Jules Supervielle, merci beaucoup pour avoir permis cette aventure et nous avoir proposé cette épreuve de lecture qui nous a permis de faire des magnifiques découvertes littéraires. Notre choix, c'est également le Mage du Kremlin. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de générationnel, mais ce sera donc le livre de Giuliano d'Ampoli. Je pense que ce qui a été fait, c'est d'abord le choix du réel, effectivement, des sujets qui ont parlé aux jurés parce qu'ils font écho à l'actualité, à la guerre en Ukraine, aux événements de Russie, donc qui ont stimulé l'envie d'en savoir plus, de comprendre, tout en étant conscient que peut-être sans cette actualité brûlante, le livre n'aurait pas résonné aussi fort.
La majorité des jurés a aussi apprécié le passage par la fiction qui facilite l'accès à ces problématiques de politique et de géopolitique à travers quelques destinées personnelles dans la grande tradition du roman russe. Les jurés ont aussi apprécié la plongée dans l'âme russe qui a captivé tout particulièrement ceux-ci parce qu'ils ont eu le sentiment d'avoir voyagé à travers un pays et rencontré un peuple qu'ils ne connaissaient pas très peu. A été appréciée également cette vision des choses qui permet de sortir de l'européocentrisme. Il y a aussi quand même une critique de l'Occident qui a interpellé comme un pas de côté nécessaire pour conserver une certaine lucidité sur nous-mêmes du côté des Européens et une autre vision des sociétés occidentales pour les non-européens. Et au-delà des spécificités russes, on a retenu aussi la réflexion passionnante sur le pouvoir, servi par un sens de la formule percutant. Par exemple, le pouvoir à Moscou est ainsi, il n'a jamais été détaché de la vie. Chez vous, les hommes qui l'exercent ne sont rien d'autre que des comptables. Et donc, cette réflexion sur l'exercice du pouvoir dans sa forme la plus absolue, ce n'est rien, nous dit le mage, en comparaison de ce qui nous attend avec l'avènement d'un pouvoir qui n'aura bientôt plus besoin de la collaboration humaine. Et donc, à ce propos, le narrateur évoque sa référence littéraire majeure, qui est Nous de Zamiatine, et qui a aussi beaucoup intrigué nos jurés. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux a retrouvé le livre dans sa bibliothèque familiale et l'a lu avec beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est cet extrait sur Nous que va nous lire Bruno. Alors, c'est un extrait au tout début du livre où le narrateur, donc périodiste, journaliste, excusez-moi, nous parle de Nous de Zamiatine. En 1922, Zamiatine avait cessé d'être un simple écrivain et était devenu une machine du temps. Parce qu'il croyait être en train d'écrire une critique féroce du système soviétique en construction. Ses censeurs eux-mêmes l'avaient lu ainsi, raison pour laquelle ils en avaient interdit la publication. Mais en vérité, Zamiatine ne s'adressait pas à eux. Sans se rendre compte, il avait enjambé un siècle pour s'adresser directement à notre ère. Nous dépeignions une société gouvernée par la logique, où toute chose était convertie en chiffres et où la vie de chaque individu était réglée dans les moindres détails pour garantir une efficacité maximale. Une dictature implacable, mais confortable, qui permettait à n'importe qui de produire 3 sonates musicales en 1 heure en poussant simplement un bouton, et où les rapports entre les sexes étaient réglés par un mécanisme automatique, déterminant les partenaires les plus compatibles et permettant de s'accoupler avec chacun d'entre eux. Tout était transparent dans le monde de Zamiatine. Jusque dans la rue, où une membrane décorée comme une œuvre d'art enregistrait les conversations des piétons. Par ailleurs, il est évident que dans un endroit pareil, le vote devait lui aussi être public. On dit que les anciens votaient dans quelque chose, en quelque sorte en secret, à la sauvette, comme des voleurs, déclare à un certain moment le personnage principal, D503. À quoi servait tout ce mystère? Cela n'a jamais été établi exactement. Nous ne cachons rien. Nous n'avons honte de rien. Nous célébrons les élections ouvertement, loyalement, en plein jour. Je vois tout le monde voter pour le bienfaiteur et tout le monde me voit voter pour le bienfaiteur. Depuis que je l'avais découvert, Zamiatine était devenu mon obsession. Il me semblait que son œuvre concentrait toutes les questions de l'époque qui étaient la nôtre. Nous ne décrivait pas que l'Union soviétique, qui racontait surtout le monde lisse, sans aspérité, des algorithmes, la matrice globale en construction et, face à celle-ci, l'irrémédiable insuffisance de nos cerveaux primitifs. Zamiatine était un oracle. Il ne s'adressait pas seulement à Staline. Il épinglait tous les dictateurs à venir, les oligarques de la Silicon Valley, comme les mandarins du parti unique chinois. Son livre était l'arme finale contre la ruche digitale qui commençait à recouvrir la planète, et mon devoir consistait à la déterrer et à la pointer dans la bonne direction. Bien, merci beaucoup pour cette lecture. Une des choses qui nous réjouit de ce projet et de ce choix, c'est aussi l'ouverture sur d'autres horizons.
c'est-à-dire pas seulement découvrir un auteur contemporain comme Julien Odaempoli, mais aussi que ça permette de fouiller dans la bibliothèque familiale, de retrouver un roman tel que nous de Zamyatin, donc de créer ou recréer même un univers littéraire. Je constate aussi que, et je me réjouis aussi du fait que nous avons 9 institutions, puisque pour l'instant, nous avons deux et deux. Donc, nous frôlerions l'ex aequo. Et donc, ce sera une des institutions qui nous permettra de départager. Je rappelle aussi par rapport au Mage du Kremlin que Julien Odaempoli, qui travaille dans des think tanks politiques, est aussi l'auteur des théoriciens du chaos et donc du rapport entre le populisme et le développement algorithmique du contrôle des différents groupes politiques. Donc, toute une base qu'on retrouve aussi dans le Mage du Kremlin, mais comme vous l'avez bien signalé, sous la forme d'une fiction plus palatable peut-être. Maintenant, nous allons passer aux universités avec l'Université de Buenos Aires, sa faculté de philosophie et lettres et son département de littérature française. Donc, je vois que Lucia Bogelfag est là. Je ne sais pas qui va parler au nom de la UBA. Oui, c'est moi, Lucia. Très bien. Bonjour. D'accord. Alors, avant le vote, je voulais faire une petite réflexion, juste un petit mot qui vient. Et c'est d'abord de remercier cette possibilité, surtout parce que je vois ici un intérêt non seulement de voter un prix littéraire ici, mais aussi de réfléchir sur les différentes manières de choisir et surtout sur le poids de la lecture située. Et on voit parmi les votes qui ont déjà été faits que la lecture est toujours située, je pense, parce qu'il y a déjà une tendance, il y a aucun vote n'a fait le même choix que le choix du Goncourt remporté en 2022. Alors, bon, je pense que c'est très intéressant, comme l'a dit Philippe Claudel, de penser à ce choix basé sur une présélection qui a traversé ni plus ni moins qu'un océan, non? Et aussi qui va être le résultat, je pense, d'un dialogue entre deux rives d'un fleuve avec toutes les métaphores aquatiques et fluides qu'apportent les fleuves et les océans. Ceci dit, alors notre vote, c'est un vote de majorité, mais ce n'est pas un vote à l'unanimité, encore où il y aura un deuxième tour, je pense qu'on pourra peut-être exprimer, et étant donné la tendance que je vois, notre second choix. Et le vote de l'UBA, c'est pour le Mage du Kremlin. Et le choix, surtout, le vote vise à récompenser, je pense, un roman qui échappe de l'attendu, de l'habituel, et quelque chose que nous avons trouvé audacieux en termes d'intrigue. Et en tout cas, il s'agit d'une œuvre ancrée dans une réalité très proche et très reconnaissable, dans laquelle il y a des personnages fictifs qui représentent la construction d'un pouvoir avec ses stratégies qui dépassent toutefois la réalité qu'ils construisent et qui révèlent, je pense, au-delà de la trame, des stratégies de manipulation du pouvoir ou qui montrent comment des ressources théâtrales peuvent être impliquées dans le jeu politique, par exemple. Nous avons accordé aussi de l'importance au fait qu'il s'agit d'un roman qui traite non seulement du pouvoir, mais aussi de ses artifices et qui essaye et qui réussit à démêler la structure de pouvoir. Et nous avons aussi vu un style narratif qui joue et qui dialogue avec d'autres genres, tels que le roman policier, le roman d'énigmes, la science-fiction, et qui prend pour intertexte le roman Nous autres aussi, un texte très classique de la science-fiction politique et précurseur des romans qui traitent sur l'autoritarisme et de la menace qui pèse sur la liberté individuelle. Et nous avons aussi apprécié l'originalité structurelle que nous observons surtout dans l'interaction entre le narrateur et le cadre construit par le roman. Et finalement, on a pensé, ce n'est pas une critique, mais qu'il y a des aspects culturels russes qui ressemblent parfois des greffes qui auraient pu être peut-être plus rares, mais on a pensé néanmoins que cette universalité archétypale construite éloigne peut-être le roman de la finesse du portrait et le rapproche de la possibilité
contexte culturel pour construire un roman qui finalement parle d'une construction spécifique, le pouvoir dans la Russie contemporaine, mais qui pourtant devient universel. En tout cas, c'est peut-être une réflexion plus ouverte sur le pouvoir et les modes de construction. Et si vous voulez, je lis un petit fragment, c'est plutôt du début du roman. Depuis que Vadim Baranov avait démissionné de son poste de conseillère du tsar, les histoires sur son compte, au lieu de s'éteindre, s'étaient multipliées. Cela arrive parfois. La plupart des hommes de pouvoir tirent leur aura de la position qu'ils occupent. À partir du moment où ils la perdent, c'est comme si la prise avait été arrachée. Ils se dégonflent comme ces poupées qui se trouvent à l'entrée de parcs d'attraction. On les croise dans la rue et on ne réussit pas à comprendre comment un type de ce genre a pu susciter autant de passion. Baranov appartenait à une race différente, même si en vérité je n'aurais su dire laquelle. Présentait le portrait d'un homme massif, mais pas athlétique, presque toujours vêtu de couleurs sombres et de costumes légèrement trop grands. Il avait un visage banal, peut-être un peu enfantin, le teint pâle, les cheveux noirs, très raides et une coiffure du premier. Dans une vidéo tournée en marge d'une rencontre officielle, on le voyait rire, chose très rare en Russie, où un simple sourire est considéré comme un signe d'idiotie. En fait, il donnait l'impression de ne se préoccuper en rien de son apparence. Très curieux si on pense que son métier consistait précisément en cela, disposer des miroirs en cercle pour transformer une étincelle en enchantement. Baranov avançait dans la vie entouré d'énigmes. La seule chose plus ou moins certaine était son influence sur le tsar. Durant les 15 années qu'il avait passées à son service, il avait contribué de façon décisive à l'édification de son pouvoir. Merci. Merci beaucoup, Lucia, pour cette lecture si attentive. J'aime beaucoup le fait que chaque lecture, comme dit Lucia, est située et que l'on voit par exemple l'analyse structurelle qui répond bien à l'esprit de la Houba, à une chaire barthésienne, alors que par exemple dans les lycées c'est plutôt les thématiques qui réveillent l'intérêt. Je me demande si ce premier cheval dans la tête dépasse dans la course, qui est le mage du Kremlin, puisqu'il a déjà 3 votes, n'est pas en rapport avec un consul très politisé, et avec le fait que peut-être le Limonov de Carrère, dont on sent beaucoup l'inspiration dans ce livre, a peut-être préparé le terrain et l'attention des lecteurs. Je rappelle aussi que lors du débat du prix Goncourt, il y avait 2 livres qui étaient tête à tête, donc Vivre vite de Brigitte Giraud et Le mage du Kremlin, et c'est finalement à une voix que Vivre vite l'a remporté. Bien, avec ce suspense nous allons qui monte, nous allons passer à donc la Universidad de la República, à la UDELAR. Qui va s'exprimer au nom, ou qui vont s'exprimer? Ça sera moi. Gerardo, très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. D'abord, je suis désolé parce que je vais créer une égalité et parce que l'œuvre que nous avons choisie est une somme humaine de Mackenzie Rossell. Et nous pourrions faire une liste d'adjectifs qui décrivent ce livre. Il est réaliste. Les personnages entrent et sortent de la vie de la narratrice exactement comme les personnes peuvent le faire dans nos vies. Mais il est aussi fantastique. Pourrions-nous parler de réalisme magique avec le fantôme qui y se trouve? Mais il est difficile. Il est un livre difficile, il faut le dire. L'écrivain nous a fait naviguer entre prose et poésie tout en utilisant une ponctuation pas standard et en mélangeant plusieurs registres de langue. Il est expérimental, il est poétique, il est contemporain, mais aborde des thèmes intemporels, l'adolescence, la violence, l'existence. Il est aussi politique. Cependant, ce livre ne peut pas être expliqué par une simple addition d'adjectifs. L'écrivain nous a donné une œuvre d'une puissance littéraire rare.
nous décidons de choisir Une somme humaine parce que cette œuvre est une expérience littéraire qu'on ne devrait pas ignorer. Et maintenant, je vais vous lire un extrait où la narratrice décrit un événement qui change sa vie à jamais. On retrouve ici, dans cet extrait, on retrouve ici deux aspects fondamentaux du livre. Il y a la voix de la narratrice en tant que représentante des femmes victimes de violences, mais on voit ici un style littéraire, le style littéraire du livre qui lui est propre. Alors, parfois, j'avais trop envie de gifler mère, de les gifler tous, à l'exception de grand-mère que jamais par-dessus tout. Comment évoquer mes géniteurs sans sentir cet ouragan de colère gronder en moi? Plus qu'une adolescence, c'était une véritable lutte pour exister dans le noir. Ensuite, j'ai été violé, père, souvent dans le noir de ma chambre, mes mains à bout, dégoulinées de sueur et de sang. Chercher ton regard, une main tendue, une bouée grimpant sur les murs, le plafond, un quai où amarrer mon lit barque, une île, une terre ferme, pleurant. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé, père? Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Merci. Merci beaucoup, Gerardo. Nous voyons que peut-être départager ne sera pas aussi évident qu'on le croyait, puisque le Mage du Kremlin et une somme humaine ont 3 votes chacun. Je remarque aussi à la lecture de Gerardo qu'il y a quand même un point commun entre 3 des livres, puisque Une somme humaine et, comme nous venons de l'écouter dans cet extrait sur le viol, Les presque sœurs sur l'extermination des Juifs parlent de victimes, ou souvent donnent la voix aux victimes, et d'une certaine façon, Vivre vite, nous entendons aussi quelqu'un qui a perdu son mari et dont la vie a été défaite par la tragédie. Alors que bon, dans le Mage du Kremlin, nous passons plus du côté des victimaires et des fils qui se tendent dans le pouvoir. Nous écouterons maintenant la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata. Si le Mage du Kremlin ou Une somme humaine, un des deux est choisi, nous aurons notre lauréat. Si ce n'est pas le cas, nous aurons un deuxième tour dont je vous expliquerai ou je vous rappellerai la modalité. Bien, nous entendons donc maintenant la ONLP qui va s'exprimer. Oui, c'est moi qui... je suis la porte-parole. Merci, Mathéo. Merci avant tout à l'Institut français, à l'Uruguay aussi pour nous inviter à participer à ce prix. Ça a été une expérience très enrichissante pour nous tous et toutes dans l'université. Donc voilà, nous avons choisi Les presque sœurs. Donc voilà, là il y a un autre vote. Je crois qu'on a 3 pour chaque livre, donc ça va être très intéressant. Et donc je vais vous lire notre argumentation, voilà, de notre vote. Mais je veux dire que ce n'était pas unanime. Donc, voilà, par le moment, je vais vous dire ça. Voilà. Dans la longue tradition de romans qui reprennent le sujet de la Shoah, Les presque sœurs abordent de manière originale, aussi bien du point de vue formel que thématique, la question de la mémoire non transmise et du destin des enfants déportés. L'ouvrage emprunte une approche similaire à celle de Modiano, où la topographie joue un rôle prépondérant en tant que preuve historique. Cette histoire, bien connue, parfois oubliée, souligne la pertinence accrue du roman dans son contexte contemporain, où les discours fascistes ressurgissent en Occident, car elle propose l'exercice de la mémoire comme point de vue de départ pour la construction de l'avenir. Dans ce récit, l'auteur endosse
le rôle de l'archiviste grâce à une recherche minutieuse, à un travail sur le terrain, les témoins, les photos, les cartes, les jouets des petites sœurs et les différents lieux qu'elle parcourt sont des traces de cette étape sombre qui lui permettent de reconstruire la chronique de cette famille et de briller, par le biais de l'imagination, les limites entre le passé et le présent. Entre roman et chronique, ce livre nous rappelle que cette histoire, d'une façon ou d'une autre, nous concerne tous, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis. En effet, l'histoire de sa famille est synonyme de l'expérience d'une communauté. Tout comme cela, la mémoire individuelle représente en même temps la mémoire collective. Voilà. Par rapport à la citation, nous avons choisi une citation de la page 128 qui illustre notre argumentation. Donc, je vais la lire. À Paris, les battus se sont concentrés particulièrement dans le quartier où nous habitons, elle et moi, et où des milliers de personnes ont pu être arrêtées en 2 jours. Dans ce nord-est de la ville qui conserve cette identité de lieu d'accueil et de passage, où continuent de se relayer aujourd'hui les immigrés subissant différents décrets d'opprobre. Hier les Juifs, aujourd'hui les Arabes d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, les Chinois et d'autres, dont l'arrivée est plus récente encore, au gré des nouvelles guerres et des nouvelles épidémies de pauvreté. Nous nous voyons plusieurs fois entre le 12 et le 17 juillet, mais pas le 14, qui est le jour de l'anniversaire de l'arrestation d'Elia, la mère d'André. Et parce que de mon côté, je fête ce jour-là le décès de Ulysse. Je sais que c'est un jour de deuil pour toute la famille Kaminski. Et depuis que je suis impliquée dans cette histoire, par l'écriture, par la pensée, la fête nationale me semble, par de nouveaux aspects, transpirer l'hypocrisie. Voilà. Bien, merci beaucoup, Natacha, pour cette lecture. Un extrait qui rappelle aussi que Les Presque Sœurs n'est pas un roman historique à proprement parler, mais plutôt une recherche d'une descendante à partir de l'actualité sur les traces de sa famille et de cette presque famille, et qui est bien connectée à l'actualité, puisque nous voyons que ces mêmes lieux sont aujourd'hui occupés par des immigrés du Maghreb. Bien, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'on est arrivé à une situation assez inédite, c'est-à-dire à un triple ex-aequo. 3 votes pour le match du Kremlin, 3 votes pour Une somme humaine et 3 votes pour Les Presque Sœurs. Aucun vote pour la lauréate du prix Goncourt, Brigitte Giraud. Donc un résultat temporaire assez surprenant qui est la preuve aussi de véritables discussions, échanges, positions. Je vais maintenant céder la parole à Dario Arce, qui vous expliquera comment nous allons procéder devant ce résultat pour le moment inattendu. Dario, on t'écoute. Merci Matteo. Effectivement, inattendu. Alors évidemment, on avait essayé d'imaginer tous les scénarios. Celui-là n'était pas le plus probable. Enfin, en tout cas, voilà, il est là. Alors, la première option qu'on avait en cas d'ex-aequo, qu'on imaginait entre 2 ouvrages, non pas 3, était de procéder à un second tour, ce qui aurait permis à chacun de s'exprimer sur son deuxième choix et d'arriver du coup à un lauréat. Mais ici, on a 9 votants et 3 choix. Du coup, si on faisait un deuxième tour, comme vous l'aurez compris, on retomberait sur le même résultat. Puisque, bon, a priori, il n'y aurait pas de changement de vote, il n'y aurait pas de raison pour qu'il y ait un changement de la volonté exprimée au premier tour. Alors, du coup, on dînait comme autre solution, et c'est après consultation de l'Académie Goncourt, qu'on a consulté d'ailleurs à ce sujet avec Matteo il y a maintenant 2 mois.
puisque c'est une situation qui a pu se présenter dans d'autres choix Goncourt, y compris d'ailleurs au sein même du choix de l'Académie Goncourt elle-même, du prix Goncourt lui-même. Comment procéder? Et ce qui nous a été proposé, c'est un tirage au sort. Donc, c'est ce à quoi on va procéder. Donc, un tirage au sort, je vous explique comment on va fonctionner. On a sur notre écran ici à Montevideo donc vos images à tous en mosaïque. Et on va attribuer un numéro donc en démarrant de la gauche à la droite et du haut vers le bas à chacun des votants. Donc ma collègue ici, Lucia, va procéder à un tirage au sort à partir d'Internet. Alors, elle va vous le montrer, là, je pense, à la caméra sur son téléphone. Je ne sais pas si on voit là. Voilà. Est-ce que tu peux le lancer? C'est le numéro 18. Le numéro 18. Alors, chez nous, ça correspond à 10. Sofia Marta. Sofia Marta, donc. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes de quelle institution? Vous êtes. Je suis de l'Oudélar. Ouais. D'accord. Oui. Sofia, on est donc tous maintenant suspendus à vos lèvres. C'est sur vous que repose, voilà, par le fait du hasard et puis de tout ce suspense, le choix Goncourt, ce premier choix Goncourt du Rio de la Plata. On vous écoute. Bon, pour moi, je retrouve le presque sœur. Voilà, Matteo, je te laisse la parole. Bien, donc Sophia vient de départager. Donc encore une surprise, très belle surprise, puisque Laudelaire avait choisi précédemment une somme humaine, et maintenant c'est donc les presque sœurs, Chloé Thorman, qui est la lauréate du choix Goncourt. Matteo. Oui, pardon, je veux seulement dire que Laudelaire a voté, mais pas à l'unanimité. Patricia, elle a voté pour presque sœur. Absolument. Donc mais exactement. Mais j'arrête. Oui, Dario, on t'écoute. Justement, ce qu'on vient de se faire la remarque avec Lucie, à laquelle on ne s'attendait pas, c'est ça court. Mais le vote qui est considéré est le vote de l'institution, et non pas le vote personnel. L'institution Oudélar a voté pour une somme humaine. Ah, d'accord, mais la question n'a pas été claire, d'ailleurs. Ça n'a pas été bien expliqué. Donc, c'est une somme humaine. Okay. C'est vrai. Mais ça nous semble, je pense, beaucoup plus logique que ce soit ce vote-là et non pas le vote d'une personne de l'institution. Tout à fait. Je suis d'accord, mais ça n'a pas été bien clair au moment où on lui a demandé de voter. Oui. Désolé, pardon. Voilà. Désolé, mais ça nous semble à tous, je crois, plus logique et plus dans l'esprit qui a été l'esprit depuis le départ de tout ceci. Donc, désolé pour ce petit cafouillage, mais Matteo, voilà, le choix Goncourt du Rio de la Plata 2023, je te laisse le confirmer, et le choix de l'Oudélar, donc une somme humaine. Bien, donc précisons alors, c'est un choix Goncourt avec plein de rebondissements. À nouveau, j'insiste sur le fait que c'est peut-être la preuve que la présélection, ces 4 finalistes sur lesquels nous avons travaillé, faisaient déjà partie d'une très belle sélection, et que, disons, chaque institution a eu son coup de cœur. Nous pouvons officiellement donc annoncer qu'une somme humaine, le roman de Mackenzie Orsel, est bien notre lauréat du choix Goncourt du Rio de la Plata. Donc vous devez normalement voir sur l'écran la couverture très sobre de cette édition de Rivage d'une somme humaine. Donc un auteur, comme je vous rappelle, déjà traduit en espagnol, c'était Les Immortels chez Zulma.
pas encore traduit pour une somme humaine en espagnol. Nous espérons que ça lui donnera le coup de pouce définitif. Vous voyez à l'écran donc maintenant Mackenzie Orsel qui est plutôt souriant. Vous avez pu le rencontrer. C'était notre rencontre il y a quelques jours. Je pense qu'il sera ravi de l'apprendre. Son éditrice était très impatiente de connaître le résultat. Elle nous a consulté à plusieurs reprises. Quand est-ce qu'on allait l'annoncer? Nous espérons que Mackenzie pourra faire le voyage. En tout cas, nous allons l'annoncer très prochainement. Nous avons décidé avec l'ambassade de France en Uruguay de annoncer le lauréat plutôt lundi. Déjà parce que en France, nous avons la question du décalage horaire. C'est plutôt la fin de la journée de travail aujourd'hui là-bas, et que nous sommes aussi vendredi et que nous avons besoin de temps pour préparer les pièces de communication qui vous seront envoyées très prochainement, puisque pour que de votre côté, vous puissiez également annoncer ce choix Goncourt du Rio de la Plata 2023. Donc nous sommes très contents. Vous avez choisi un roman ambitieux, difficile. Quand nous avons reçu les livres en papier, nous étions impressionnés par la longueur. Nous nous demandions comment les lecteurs allaient affronter ce qu'on appelle un pavé en bon français. Et nous sommes ravis qu'il ne nous ait pas fait peur, ni son histoire dure, ni sa longueur. Nous voulons vous remercier à nouveau pour votre implication, pour le travail que ça vous a demandé, qui non plus ne vous a pas effrayé. Nous voulions, surtout avec ce choix, vous apporter de la littérature contemporaine, des auteurs contemporains, ouvrir des horizons, vous donner des envies, vous faire sortir du patrimonial, des noms archi connus, de découvrir. Pour nous, c'était aussi la même chose, des auteurs qui commencent à faire leur chemin, d'autres qui ont des œuvres plus établies derrière eux. Donc, vous les rapprochez aussi en virtuel et nous l'espérons aussi en présentiel. Je répète aussi mon remerciement aux encadrants qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes, en parallèle déjà du travail qu'ils fournissent dans leurs chaires, dans leurs instituts, dans leurs alliances, dans les lycées. Nous avons vu aussi que les lectures n'étaient pas pareilles, que vous soyez au niveau du lycée, au niveau de la formation de professeurs de langue, au niveau de la formation dans un cursus plus littéraire, universitaire. Et je pense que c'est dans ce croisement qu'on a trouvé une discussion très riche. Pour finir, je cède la parole à Dario qui va rappeler quelques éléments du prix de la critique. Et merci à tous et à toutes. Merci Mathéo, je te laisserai quand même clore, parce que c'est toi qui as été le maître de cérémonie, et je te remercie. Ça a été particulièrement, je pense qu'on est tous d'accord que tu as été particulièrement brillant dans cet exercice, surtout pour une première occasion. Je me joins bien sûr à tous tes remerciements, et ça fait vraiment plaisir. Je crois que ça fait plaisir aux auteurs aussi, notamment à Mackenzie qui nous l'a dit après les échanges qu'il a eus avec vous. De voir voilà avec quelle attention, avec quelle passion, dans certains cas, vous avez pu lire ces ouvrages, vous entendre aussi, et voir que vous aviez des choses à dire, des choses intéressantes. On a beaucoup appris tous, je crois, et c'est vraiment, on est vraiment ravis de cette première expérience. Et bien sûr, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine. N'hésitez pas aussi à amener d'autres personnes qu'elles nous rejoignent. En ce qui nous concerne,
nous, aussi bien le poste en Argentine que ici, comme on vous l'a dit, on va tout de suite inviter donc le lauréat de cette édition pour qu'il puisse venir l'année prochaine aussi bien en Argentine qu'en Uruguay, et ça sera l'occasion de le rencontrer. Mais on ne ferme pas la porte aussi aux autres, sachez-le, c'est-à-dire que si on venait à apprendre qu'il y a une tournée de l'un des auteurs ou que par hasard Mackenzie ne puisse pas venir, eh bien on verrait aussi la possibilité d'inviter un autre des auteurs que vous avez pu, dont vous avez pu lire les ouvrages. Parce qu'on pense que, voilà, je me répète un petit peu, c'est aussi ces histoires de rencontres, mais alors pouvoir les voir, je crois, de manière physique et échanger directement avec eux, que ce soit à Montevideo ou Buenos Aires, fait aussi partie de ce dispositif depuis le départ, ce qui n'a pas toujours été possible, hein, du fait que ce sont des personnes qui sont assez occupées, mais en tous les cas, sachez que voilà, on aimerait que l'année prochaine, il puisse y avoir cet échange. On était très content tout à l'heure d'apprendre, alors tout comme vous, hein, et en même temps que vous, que Monsieur Claudel prévoit un voyage pour le mois donc fin février début mars. Alors bien évidemment, vous êtes tous d'ores et déjà invités dès qu'on sera le moment de la rencontre pour qu'on puisse également dialoguer avec lui de manière physique et directe, je dirais. Alors, un petit mot, et merci Mathéo de me permettre de le faire, sur ce prix de la critique littéraire. Voilà, je vous encourage toutes et tous aussi, hein, vous savez les conditions. Alors, ce sont des conditions qui nous sont dictées, hein, qui sont les règles hein, de l'Académie Goncourt pour ce prix de la critique littéraire en termes d'âge pour la participation. Mais voilà, sachez que nous on est quand même très contents de cette occasion et que on attend impatiemment donc vos différentes critiques. Le jury sera composé donc de 3 personnes qui ne font pas partie de nos institutions. Il s'agira de Anne Gauthier, ici, qui est ici en Uruguay, qui est éditrice, mais qui a aussi pas mal vécu à Buenos Aires. De Marjorie Ponce, qui est ETI, experte internationale auprès donc de l'éducation, qui amènera un regard plus, je dirais, linguistique sur la question. Et puis de Martin Felipe Castañer en Argentine. Donc c'est un jury de 3 personnes qui déterminera la personne qui se rendra en France donc au mois de novembre. Alors pour le coup, et a priori, il n'y a pas d'ex-aequo possible, puisque bon, là on imagine on espère qu'il n'y aura pas 3, que chacun des 3 n'aura pas un candidat, un seul, et qu'ensuite au deuxième tour on ne puisse pas les départager. Là on procédera autrement, on leur demandera de faire un deuxième tour et de réellement, voilà, cette fois se mettre d'accord, hein, de mener une vraie délibération. Alors sachez, et je termine avec ça, que on a choisi dès le départ, puisqu'on a démarré en Uruguay, ce choix Goncourt de l'Uruguay, avec ce format donc de visioconférence. D'autres choix Goncourt, lorsqu'ils se font en présentiel, permettent un débat, je dirais, plus direct, plus animé. C'est malheureusement pas possible avec ce format. On a essayé de tirer le meilleur parti de ce format qui nous limitait dans ce sens, en l'élargissant à l'Argentine et en invitant l'Argentine, et voilà, et de finalement tirer le positif, disons, de cette situation. Mais ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est que ces débats, ils aient lieu au sein de vos institutions, en proposant donc ce vote par institution, et que les échanges se déroulent au sein donc de vos différents centres de lecture et de vos clubs. Voilà, je vais laisser la parole à Mathé en vous remerciant vraiment une fois de plus. On est de ce côté du Rio de la Plata très content, encore une fois, de ce dispositif qu'on va continuer à nourrir le plus possible de notre côté. Et puis voilà, je vous dis pour ma part à l'année prochaine ou avant, pour toute question qu'il y aurait sur le concours. Et bien sûr, avant ça, il y aura ce prix de la critique littéraire dont on attend vos critiques. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Très bon week-end à vous. Mathéo, je te laisse la parole. Merci Dario de me laisser clore cette séance. Je profite de la perche tendue par rapport aux différents auteurs. Nous ne fermons la porte à aucun. Il se trouve par exemple que le mage du Kremlin, qui a eu quand même 3 voix, est déjà traduit en espagnol, ce qui nous permet de penser à la promotion de l'ouvrage sur place.
Donc, pour le public francophone, mais aussi pour le public hispanophone francophile, ça c'est une possibilité. Je pense que les deux autres livres vides et les presque sœurs les droits sont déjà cédés pour l'espagnol. C'est pas le cas pour Mackenzie. Je vois dans le chat qu'on me pousse à le faire traduire, donc je vais parler aux éditeurs qui pourraient être intéressés. C'est quand même un défi. C'est un livre très épais pour l'Argentine et pour une édition qui doit affronter des coûts de papier très élevés. Donc, qui dit 700 pages, dit double des coûts de papier, mais on ne décourage pas. J'espère que pour ceux qui ont des candidats malheureux, qui n'ont pas remporté le choix, et on a vu que les presque sœurs est passé à 2 cheveux, il est passé très près. Donc j'espère que vous soyez pas frustrés ou déçus. Vous aurez une séance de rattrapage avec le prix de la critique. Et comme je vous l'ai déjà dit, nous aimerions les inviter tous, si c'était possible. On fera de notre mieux. En tout cas, je veux à nouveau profiter pour remercier tous les lecteurs et lectrices. Sans vous, ce prix n'existerait pas. Sans vous, ce serait très difficile aussi de faire vivre cette littérature dans le texte. Nous sommes très 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 contents que vous puissiez lire ces auteurs tels qu'ils ont été publiés, aller à la source, vous confronter à un français vivant, actuel, en mutation, parfois sans ponctuation, parfois avec une ponctuation à la staccato, au rythme de la moto qui part à toute vitesse. Donc merci à vous pour vos lectures fines, attentives, dans la subtilité, et ces lectures que vous avez rendues vivantes en les lisant de vive voix aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, au revoir.